Voilà, c'est parti. Donc, formation ce matin sur l'enseignement synchrone asynchrone. C'est pour le début de la capsule qui va se retrouver sur le site. On s'est posé la question, j'ai parlé même avec quelques-uns d'entre vous, puis on se dit, est-ce qu'on donne la formation pareille, synchrone asynchrone, vu les nouvelles modalités? Mais on le fait pareil pour plein de raisons, dont il y a les chances qu'on tombe en confinement sont quand même présentes. Ça se peut qu'on vive ça. Et puis, on a aussi on axe de plus en plus nos formations sur, pas nécessairement de l'enseignement à distance, mais les outils numériques qu'on peut encore utiliser, même si on est en présence avec nos élèves. Fait que pour ces raisons-là, on s'est dit, allons-y, go, on part avec ça quand même. Donc, l'ordre du jour d'aujourd'hui, on va avoir, comme d'habitude, des messages rapides à vous donner pour vous informer de où on en est puis où en sont nos réflexions pour l'année prochaine par rapport au REAPO et Expertique aussi. On veut avoir votre avis là-dessus aussi. Et les principes clés du synchrone asynchrone, les balises ministérielles. On va définir vraiment c'est quoi la synchrone et asynchrone, parce que des fois, il y a des zones grises là-dedans. La classe inversée, puis après ça, on va partir sur le français puis l'univers social. Il va y avoir une grande partie pour les CP français qui sont avec nous aujourd'hui, puis il y a les CP univers social, l'équipe de CP univers social qui est avec nous aujourd'hui aussi. Donc, on va donner la parole pour qu'ils puissent vous montrer un peu leur trouvaille. Alors, on tombe vraiment dans le vif du sujet aujourd'hui. En enseignement à distance, si vous le savez, les défis ont été nombreux. Puis au secondaire, vous y avez fait face assez rapidement dès le début de l'année. Donc, il a fallu que vous vous appropriez les outils techno, les élèves aussi. Il a fallu repenser votre pédagogie. Le gros défi est garder l'attention des élèves, les rendre actifs aussi, puis aussi développer l'autonomie. Peut-être rendus secondaire 4-5 sont plus autonomes. 1, 2, 3, c'est assez. Puis 4, 5, on le sait, c'est à géométrie variable, mais quand même. Les secondaires 1, 2 sont un peu plus bébés. Il me semble que. Oui, c'est bon. Alors, synchrone asynchrone, c'est une bonne façon justement de garder les élèves le plus actifs possible. La difficulté au secondaire, c'est que quand vous êtes à distance, c'est vraiment l'horaire par période doit être respecté. Fait que ça ajoute un peu plus à une difficulté supplémentaire comparativement au primaire, si on veut. Mais quand même, c'est possible de le faire, puis il y a quand même beaucoup de bénéfices. Donc, quand on parle de synchrone, c'est des activités, évidemment, qui vont être réalisées en temps réel. Puis, idéalement, tout ce qui est synchrone, on va le garder pour la matière qui est complexe puis qu'on doit nuancer. La matière qui va exiger des explications puis des clarifications supplémentaires pour s'assurer que les élèves aient compris. Puis, la matière qui va demander qu'on ait une réponse rapide des élèves pour qu'on puisse se rajuster rapidement. En asynchrone, c'est à ne pas confondre avec les devoirs dans le sens où ça va être des activités qui vont être réalisées de façon autonome, mais durant les heures de cours. Mais je ne serai pas nécessairement en l'élève travaille de façon autonome durant les heures de cours. Ce n'est pas des devoirs qu'on lui donne à faire le soir. Alors, on va conserver on va garder la matière qui est, par exemple, ça va être plus facile de consulter visuellement, que ce soit une animation, une capsule vidéo ou que l'élève écoute une bande audio. Il n'y a rien qui nous oblige à tous regarder la vidéo en même temps, tous écouter en même temps. On peut le faire de façon asynchrone. Si la matière exige des activités de réflexion, puis moi, je fais partie de ces gens-là. Si tu me demandes de réfléchir, j'ai besoin d'avoir un 5-6 minutes toute seule dans ma tête, alors qu'il y a d'autres personnes que la réponse va leur venir très rapidement. Moi, on dirait que j'ai besoin de tout articuler ça, de mâcher ça, si on veut, dans ma tête avant d'aboutir à quelque chose. Donc, ça, on vient aider les élèves de cette façon-là. La matière qui est facilement compréhensible ou tout ce qui est de la révision, on peut le faire en asynchrone. Puis, la révision, évidemment, ce qui a déjà été travaillé par les élèves. Alors, c'est comme ça qu'on va différencier un peu. C'est comme les lignes directrices pour déterminer qu'est-ce que je fais en synchrone, qu'est-ce que je fais en asynchrone. Puis, c'est sûr que pour notre enseignement à distance soit réussi, ça prend une planification rigoureuse. Puis là, on dit enseignement à distance, mais en présentiel aussi. Tout ça, ça s'applique à de l'enseignement en présentiel, mais l'impact est encore plus grand quand on est à distance.
Donc, les objectifs d'apprentissage qui sont explicités aux étudiants, on le répète tout le temps. Là, il faut que les élèves sachent pourquoi ils sont en train de faire ça. L'apprentissage doit être actif, collaboratif, puis l'enseignement doit être centré sur les élèves. Donc, on ramène vraiment ça entre les mains des élèves pour les rendre le plus actifs possible. Puis, la classe inversée, là, c'est un modèle qui est vraiment génial pour ça. Puis encore, je le répète, Patrick et moi, on essaie vraiment de vous présenter des trucs que vous allez pouvoir conserver une fois cette pandémie terminée, là. Mais la classe inversée, ça a beaucoup d'éléments positifs. Puis je vous ai mis ici une échelle dans le sens où il ne faut pas se mettre de pression, là. On se dit, ah, moi, je fais de la classe inversée, puis là, il faut que je me lance à fond en classe inversée 100% du temps. On y va selon la matière, on y va selon notre confort, selon les besoins du milieu, des élèves, des profs, etc. Donc, je vais juste vous présenter une courte vidéo qui explique très brièvement c'est quoi la classe inversée. Puis après ça, je vais vous montrer plein d'outils qui vont pouvoir être utilisés. Alors, comment ça marche? Avant la classe, l'enseignant conçoit et met à disposition sur une plateforme en ligne des activités et ressources pour les élèves, leur permettant de découvrir une nouvelle notion. À la maison, les élèves prennent connaissance du contenu du cours et réalisent le travail à effectuer. De retour en classe, l'enseignant propose des activités variées facilitant les apprentissages. Exercices d'entraînement, situations problèmes, expérimentation, construction d'argumentation. Il consacre ainsi son temps à accompagner les élèves sur des mises en situation concrètes et à apporter des éclairages plus personnalisés. Ce dispositif mêlant expériences concrètes, observations réfléchies, conceptualisation et expérimentation facilite l'acquisition des connaissances et des compétences. En fait, il permet de répondre aux questions que les élèves se posent plutôt que de leur donner des réponses à des questions qu'ils ne se posent pas. Alors, on voit que quand on parle de classe inversée, dans le fond, c'est juste que le modèle typique, c'est on est en classe, je te donne la théorie, puis après ça, tu commences des exercices, puis tu les termines à la maison alors que le prof n'est pas là. Fait que le principe, c'est d'inverser ça. C'est la théorie. Tu peux la voir tout seul à la maison de façon autonome. Puis après ça, le prof est là pour répondre aux questions, pour faire les accompagner dans les activités concrètes ou d'application. Alors, c'est pour ça que vous voyez, avant le cours, l'élève va visionner une capsule, il peut lire un texte aussi. Puis là, vous êtes tous des utilisateurs de Classroom ou autres plateformes d'enseignement. Fait que c'est facile de venir déposer le matériel. Vous pouvez utiliser YouTube. Il y a aussi Edpuzzle qui est super populaire. On vous l'a déjà présenté, alors je ne vous le représenterai pas. Mais pour les besoins, j'ai mis quand même le lien, là, vous voyez, le lien vers les tutoriels. Donc, tout est là. Ensuite, pour s'assurer que les élèves, parce que là, c'est sûr qu'on se dit, ben là, les élèves, ils ne regarderont pas la vidéo, puis là, je ne serai pas plus avancée. C'est sûr que ça prend une certaine habitude. Puis ce qu'on peut faire, c'est l'élève regarde la vidéo, puis après ça, il vient faire une mini-activité, pas super long, mais quand même, il faut le rendre actif dans l'écoute de sa vidéo et il répond à un quiz, soit qui va être autocorrigé ou non. Il peut utiliser un formulaire ou il peut utiliser Jamboard. Puis dans Forms, moi, ce que j'aime vraiment avec Forms, c'est que la vidéo peut être intégrée à même le formulaire. Fait que l'élève n'a même pas besoin de sortir. Il regarde sa vidéo ici et là, on lui pose quelques questions en lien avec la matière. Personnellement, j'aime bien les questions. Qu'est-ce que tu as compris de la vidéo puis qu'est-ce que tu n'es pas certain d'avoir compris? Comme ça, après ça, comme prof, ça nous permet d'orienter nos interventions une fois qu'on est en classe avec les élèves. Il y a aussi Jamboard. Jamboard qui est vraiment intéressant comme outil. On pourrait demander à l'élève, là j'ai 2 exemples, là, regarde la vidéo puis résume ce que tu as appris, que ce soit un texte continu, parce qu'il y a des élèves qui vont préférer faire un texte, il y en a d'autres qui ça va être un organisateur graphique, peu importe. Ou sinon, on peut leur donner une espèce de canevas de base puis ils doivent organiser leurs idées. L'idée, c'est juste de donner une petite tâche pour rendre actif l'élève dans son écoute de la vidéo ou dans sa lecture d'un texte, puis en même temps, pour s'assurer qu'il a regardé la vidéo. Fait que c'est un peu à ça que ça sert. Pendant le cours, l'enseignant, après ça, ben, il va initier des discussions. Puis, ça, la recherche, là, je pourrais même vous envoyer si ça vous intéresse. Là,
de la documentation en lien avec l'importance de discuter en cours puis de collaborer. Ça a un grand impact sur la réussite des élèves. Donc, c'est sûr qu'il y a Google Meet, mais en classe, vous allez pouvoir le faire aussi. L'enseignant va pouvoir aussi clarifier le contenu. Il va pouvoir répondre aux questions des élèves en lien avec la matière qui a été vue. Puis, un des trucs aussi, c'est d'interroger aléatoirement les élèves. Parce que vous savez, quand on pose des questions aux élèves, c'est toujours ceux qui ont compris qui répondent. Alors, on n'a pas vraiment le pouls des besoins des élèves. Il y en a qui ont le réflexe vite, là, ils lèvent la main, puis souvent, ce sont les mêmes élèves. Puis, il y a 2 outils qu'on vous présente pour cibler aléatoirement les élèves. Quand j'étais en classe, moi, j'utilisais les bâtons de popsicle, là, puis là, je narguais les élèves en faisant aller le pot, là, puis ça faisait du bruit, puis ils étaient comme « Oh non, pas ça! » Mais je vous jure, les élèves s'habituent, puis ils finissent par quasiment aimer ça, tu sais. Version web, il y a premièrement, il y a flippity.net si vous le connaissez. Je vais juste vous montrer. Je vais juste fermer. Je ne veux pas vous le faire écouter, mais bref, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait juste entrer, il y a un fichier là, où est-ce que vous faites juste entrer le nom des élèves. Puis, après ça, dans le fond, c'est que ça va générer une roulette comme ça que vous allez pouvoir démarrer avec le nom de vos élèves. Puis, vous faites juste cliquer, puis ça sélectionne aléatoirement les élèves qui devront répondre aux questions par la suite. Le tutoriel est là. Le fichier Excel aussi se trouve, dans le fond, sur la page web. Là, je vous ai mis toutes les informations dans la présentation slide. Donc, vous allez pouvoir aller voir comment ça fonctionne. Il y a aussi Google Classroom qui offre cette option-là. Je viens de démarrer ma vidéo. C'était pas ça que je voulais faire. Donc, dans votre application Classroom sur votre outil numérique, donc soit iPad ou iPhone ou sur les téléphones Android, quand vous cliquez sur Participants dans votre cours, puis ensuite, en haut à droite, c'est comme 3 petits carrés avec un losange. Ça ici, c'est l'outil de sélection d'élèves. Alors, vous avez tous les élèves de votre cours, vous le sélectionnez, puis là, par exemple, Patrick Fleury, si, je ne sais pas, il n'est pas prêt à répondre à la question, je peux faire appeler plus tard. Donc, quand je vais faire suivant, à chaque fois, c'est un nouvel élève qui répond à la question. Puis, ça les élimine. Donc, si Patrick a répondu à la question, il va tomber dans ma boîte sélectionnée. Donc, je m'assure de faire le tour de tous mes élèves si on veut. Puis, si l'élève est absent, j'ai juste à l'indiquer. Puis, l'application ne me resuggérera pas de questionner cet élève-là. Fait que ça aussi, c'est le fun comme outil. Finalement, pour la classe inversée, à la fin, pendant le cours, encore une fois, l'enseignant, c'est sûr qu'il va proposer des activités de création, de collaboration, de mise en pratique. Le but, c'est de rendre actif l'élève le plus possible durant la période. Puis, c'est ce qu'on va vous présenter avec les CP de... Je vais arrêter mon partage. Les CP de français, puis les CP, puis Catherine en univers social, elles vont vous présenter, dans le fond, différentes façons durant une période justement d'alterner entre synchrone et asynchrone avec des activités concrètes et avec, dans le fond, une organisation, si on veut, là, pour essayer d'amener les élèves à être le plus actifs possible. J'avais mis la pause, mais on a été plus vite, fait qu'on pourrait commencer, Geneviève, avec français. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, pas de problème. Est-ce que je peux partager? Oui? Oui, vas-y. C'est plus facile si c'est moi qui contrôle ma patente. Bon, c'est bon. Alors, c'est prêt, Hélène? Oui. Alors, bonjour tout le monde. En fait, nous, on vous propose... c'est une suggestion comme ça, bien humblement, d'une séquence didactique qu'on vous présente à titre d'enseignante et non à titre de CP parce qu'on l'a vécu, on a eu la chance de vivre cette séquence-là à l'école virtuelle un peu avant les fêtes. Donc, c'est une séquence qu'on a vécue avec une classe de 5e secondaire, mais ça pourrait tout aussi être approprié là, pour les autres niveaux aussi. Donc, vous allez voir comment dans quelques instants.
Maintenant, Mélissa en a parlé aussi là, des outils techno qui sont intéressants. Nous, on a mis les icônes des outils qu'on trouvait particulièrement intéressants pour un prof de français. Donc, il y en a beaucoup d'outils. Puis, on se dit, bien, ceux-là, ce sont vraiment des incontournables pour un prof de français. Donc, Mélissa en a parlé, Jamboard, extraordinaire pour les 3 compétences. Vraiment, là, pour un prof de français, là, en lecture, ça aide les élèves à faire un organisateur graphique. Donc, c'est très, très convivial, très instinctif. Les élèves adorent ça. En écriture, pour faire un plan, vous allez voir, on l'a essayé, la feuille de notes, très intéressant aussi. Comme support visuel à une présentation orale aussi, ça peut être très pertinent. Donc, c'est un outil qu'on considère comme étant vraiment un excellent choix pour les 3 compétences. Kenny, vous connaissez certainement, donc un incontournable en lecture. Alors, les profs de français souvent enseignent plusieurs stratégies de lecture, demandent aux élèves d'annoter les textes. Alors, si les textes sont en PDF, les élèves peuvent vraiment utiliser plusieurs types d'annotation. Ils peuvent souligner, surligner, faire des boîtes de texte. Donc, c'est hyper efficace. Vous allez voir comment on l'a intégré dans notre séquence. Vous connaissez bien évidemment Google Doc en écriture pour nous très intéressant pour donner des commentaires sonores, des commentaires aussi écrits, voir l'historique des versions aussi. Alors, ça nous a été bien utile. Et Screencastify, donc un incontournable où les élèves pouvaient s'enregistrer pour justement une présentation orale. C'est des vidéos qui sont, vous le savez, là, 5 minutes maximum. C'est intégré dans Classroom, donc ça va très bien aussi pour les élèves pour utiliser cet outil-là. Et bien, vous allez voir, là, vous connaissez évidemment YouTube. On a utilisé des vidéos justement en classe inversée là, pour que les élèves puissent les regarder avant d'arriver en classe. Donc, des vidéos qui étaient sur la chaîne de Geneviève. Donc, voilà pour les outils. Maintenant, je vous présente le squelette de notre séquence. Donc, ce qu'on a fait, c'est rien de très, très sorcier. Ce qu'on voulait faire, c'est que le bulletin s'en venait, puis on voulait optimiser le temps, aller chercher, dans le fond, des traces d'observation des élèves pour les 3 compétences. Et là, on se disait, on va essayer d'intégrer tout ça. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire, puis je pense qu'on l'a bien réussi. Donc, aller chercher des traces en lecture, en écriture et à l'oral. Et on a mélangé dans tout ça synchrone, asynchrone, classe inversée. Donc, c'est ce que Geneviève va vous présenter. En gros, notre parcours d'apprentissage, donc quand je disais que ça peut être impertinent de 1 à 5, c'est qu'on voulait faire rédiger un texte courant. Donc, les élèves, peu importe, de 1 à 5, ont à faire ça dans le programme. C'est juste pas le même genre de texte courant à faire là, d'un niveau à l'autre. Puis, bien, avant d'écrire un texte courant, pour avoir quelque chose à dire, souvent, on demande aux élèves d'aller lire des textes, donc pour aller chercher de l'information. Donc, on s'est dit, bien, on va aider les élèves à aller lire et annoter les idées principales des textes lus. Donc, on leur a montrer une démarche, comment faire. Une fois que les textes sont annotés, bien là, il y a plein de petites annotations, mais comment je fais pour ramener ça sur ma feuille de notes sans tout copier? Donc, ça aussi, on leur a montré ça. Et une fois que là, j'ai une belle feuille de notes avec plein d'idées, bien là, il faut que j'écrive mon texte, mais je ne prendrai pas nécessairement toutes les idées de ma feuille de notes. Alors, comment je fais un plan à partir de ma feuille de notes? Ensuite, évidemment, les élèves ont été appelés à rédiger leur texte. À le corriger selon une intention. Donc, on s'est vraiment centré sur l'accord dans les groupes du nom parce que, oui, même en secondaire 5, c'était encore une difficulté. Donc, on a vraiment misé sur une intention de correction particulière. Puis, bien, ensuite, on se disait qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour aller chercher une trace à l'oral. Alors, on a demandé aux élèves de nous faire la synthèse de tout ce qu'ils avaient appris dans cette séquence-là à l'oral, donc en s'enregistrant sur Screencastify, puis avec un support visuel sur Jamboard. Alors, vous allez voir un peu, là, ça ressemble à quoi à l'instant, parce que Geneviève va vous présenter ça là, jour après jour, une séquence qui se déroule à peu près sur 2 semaines. Donc, dans la séquence sur 2 semaines, bien là, dans le fond, c'est un peu comme on l'a vécu, là, à 4 périodes par semaine, à quoi ça ressemblait. C'est sûr qu'il pourrait y avoir encore plus de latitude, puis que les élèves aient un plan de travail hebdomadaire, puis qu'on ait seulement des points de chute, là, des points de rencontre durant la semaine. Mais c'est ça, on l'a vécu de cette façon-là. Donc, vous avez vu les apprentissages qu'Hélène vient de vous nommer. Donc, le lundi, on a commencé avec une
une vidéo YouTube pour leur faire observer c'est quoi la démarche pour cibler les idées principales dans un texte courant. Les élèves devaient noter là, les étapes qu'ils avaient observées durant la vidéo. Puis, ben, nous, on animait le retour en grand groupe, là, créer l'aide-mémoire, c'est quoi les étapes pour cibler les idées principales. Donc ça prenait pas mal toute la période lundi. Donc, on était en synchrone, tout le monde était en classe en même temps. Le mardi, ben, il y avait du synchrone et de l'asynchrone dans la même période. Donc, on a fait quelques pratiques guidées en début de période. Donc, demander à des élèves volontaires de partager leur écran. Donc, il y avait un petit paragraphe à l'écran, puis ils devaient appliquer la démarche qu'on avait vue la veille pour trouver l'idée principale du paragraphe. Donc, on a fait quelques paragraphes. Puis après ça, ben, le reste de la période, ben, c'est en asynchrone. Donc, les élèves travaillent de leur côté. Ils annotent 2 paragraphes avec Camille, avec la même démarche. Et ce que nous, comme enseignantes, on faisait, c'était d'aller voir directement dans le classroom, aller afficher les devoirs, puis regarder en direct ce qui se passait dans les documents des élèves. On leur écrivait des commentaires pour dire si ça allait, qu'est-ce qui manquait, tout ça. Donc, les élèves pouvaient se réajuster sur le champ. Le mercredi, on a fait le retour sur les 2 paragraphes qui ont été annotés, voir les réponses, voir si c'était correct. Puis, on expliquait la tâche de la période. Puis après ça, les élèves basculaient en asynchrone. Donc là, ils devaient annoter un texte au complet par eux-mêmes avec Camille. Mais là, ce que l'enseignant faisait en asynchrone, donc les autres élèves étaient déconnectés, ils faisaient leurs affaires de leur côté. Comme le mardi, on avait regardé ce que les élèves avaient fait en direct dans leurs travaux, ben, on a pu cibler des élèves qui étaient un petit peu plus en difficulté. Donc, le mercredi, on gardait en classe avec nous les élèves qui avaient besoin d'un coup de pouce par rapport à la démarche. Les autres qui étaient corrects, ils pouvaient faire leur travail en asynchrone. Le jeudi, il n'y avait pas de cours, mais il y avait une disponibilité en récupération pour que les élèves puissent continuer d'annoter leur texte au complet. Donc, nous, on était là pour répondre à leurs questions. Puis le vendredi, ben là, en classe, on regardait la vidéo. Maintenant que là, on a fait toute la démarche pour les idées principales, on arrive au moment où, comment on fait pour passer de la feuille de notes au plan. Donc, on regardait une vidéo pour voir c'était quoi les étapes. Puis encore une fois, on créait l'aide-mémoire avec les élèves. Et là, on faisait un exemple, une création commune d'une feuille de notes dans Jamboard pour que les élèves voient, comment utiliser Jamboard. C'était la première fois qu'ils l'utilisaient. Puis deuxièmement, ben, faire quelque chose de collaboratif. En asynchrone, dans la même période, les élèves devaient compléter la feuille de notes et ils devaient aussi écouter un autre modelage par eux-mêmes. Là, on avait un petit bout de classe inversée. On leur demandait comment, je pense que je l'ai mal dit, faire leur feuille de notes à partir de leurs idées principales. Et là, après ça, ils doivent apprendre comment faire leur plan à partir de leur feuille de notes. Ça, c'est en classe inversée. Puis encore une fois, durant la période, on était en rétroaction directe aux élèves là, dans Classroom. Et la semaine suivante, donc là, nos élèves en asynchrone avaient regardé la vidéo, comment on fait pour passer de la feuille de notes au plan. Donc, on animait seulement le retour avec les élèves. Donc, c'est quoi les étapes que vous avez observées? Puis après ça, ils devaient faire par eux-mêmes en asynchrone le plan de leur texte dans Jamboard, puis rédiger leur texte dans un document PDF avec Camille. Et nous, on faisait la rétroaction seulement sur les plans, voir si les élèves s'enlignaient bien avec leurs idées. Le mardi, il n'y avait pas de moment, même s'il y avait un cours, il n'y avait pas de moment où on était tout le monde ensemble. Les élèves continuaient à travailler sur leur texte. On continuait de donner de la rétroaction sur l'avancement des textes. Le mercredi, on s'est retrouvés tout le monde pour voir la démarche sur l'accord du GN. Ça, c'était un Jamboard collaboratif. Tout le monde pouvait contribuer puis pouvait travailler dedans. Et après ça, une fois qu'on a eu fait cette activité-là, bien là, les élèves devaient reprendre le texte qu'ils avaient rédigé lundi et mardi pour appliquer cette démarche-là. On continuait de donner de la rétroaction en direct. Le jeudi, pas de cours, mais les élèves pouvaient continuer la correction de leur texte et l'enseignant, durant la récupération, pouvait accompagner un sous-groupe de besoins. Donc, les élèves qu'on a observés qui avaient de la difficulté durant la période du mercredi,
on les convoquait en récupération pour continuer à travailler cette démarche-là avec eux. Et le vendredi, on terminait avec la tâche d'oral. Donc, tu viens de faire 2 semaines d'apprentissage sur les idées principales, la feuille de notes, le plan, la rédaction. Fais une synthèse de tes apprentissages. Tu fais ta synthèse sur Jamboard et tu utilises Screencastify pour t'enregistrer. Et donc, durant la période, on faisait juste expliquer la tâche et après ça, les élèves allaient créer leur Jamboard, faire leur enregistrement et l'enseignant était tout simplement disponible pour répondre aux questions. Donc, c'est ça. Donc, ça permet d'avoir des moments où les élèves travaillent par eux-mêmes. Ils peuvent avoir le soutien de l'enseignant d'une autre façon, pas toujours en direct, là, comme on est dans une classe normale, là, si on veut. Et en 2 semaines, on travaille les 3 compétences. Et plusieurs outils techno aussi. Il y a Catherine qui a levé la main. Ah, pardon, je n'avais pas vu. Ah, j'ai une question pour mes collègues de français. Vous étiez combien d'enseignants à faire cette planification-là? Parce que juste un enseignant, ça peut pas se faire dans le... Mais en tout cas, je pense que ça peut pas se faire dans le jus, dans le B de toute la gestion de classe. Puis tout ça, c'était combien à monter ça? Combien de temps ça a pris pour pondre ces 2 tableaux-là puis toutes les activités? Bien, en fait, c'est moi. C'est Hélène qui a bâti ça. À temps plein? Ben oui. Parce que tu es CP, mais non, j'étais plus CP, là. J'étais vraiment prof à temps plein, là, mais moi, je pense qu'un prof peut planifier ça, là, lui, tout seul. Mais ma question, c'est, tu étais à temps plein en virtuel, c'est ça? Oui. OK. Parce que tu peux pas... OK, parfait. Parce que sinon, mettons que si tu rajoutes, à la 1, j'étais en classe, à la 2, j'étais en distance, à la 3, j'étais en classe, tu sais, ce qu'on vivait, ça t'aurait pris combien de temps à monter ça? C'est le genre de préoccupation de mes collègues à l'école. Je sais pas, mais il faudrait s'arrêter puis réfléchir à ça. Je pense que ça peut s'adapter aussi là, avec une réalité où on est en alternance. Tantôt, Mélissa le disait, on ne devrait pas perdre les acquis qu'on a gagnés avec les acquis technologiques, même si on revient à 100% en présence. Je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent se faire aussi là-dedans. Là. Fait que c'est sûr que ça demande un ajustement, mais de là à dire que ça prendrait le double de temps, je ne suis pas certaine. Là. Je ne l'ai pas vécu, je ne peux pas vous répondre, mais moi, je ne serais pas découragée là, d'essayer d'adapter ça. Là. Non, c'est pas ça. C'est ce genre de questions de mes collègues. As-tu dit combien de temps ça y a pris? Fait que, merci beaucoup. Parce qu'il faut garder en tête que, tu sais, mettons, cet exercice-là, là, toute cette séquence d'enseignement-là, elle existe déjà. Tout ce qu'on a fait, c'est l'adapter pour que ça se prête au numérique. Fait que, tu sais, il y a ça aussi. Puis après ça, la seule chose qui est différente, c'est que on l'a organisé d'une façon différente parce qu'il faut que ça se prête pour nos élèves qui sont à distance. Fait que, tu sais, oui, ça prend une certaine réorganisation, mais aussi, tu sais, il faut toujours réfléchir, est-ce que, puis ça, je l'applique toujours dans ma vie, là, est-ce que ça vaut la peine pour moi d'investir ce temps-là? Est-ce que ça a un impact positif à moyen puis long terme? Parce que si c'est juste ça me prend du temps, je vais m'en servir une fois puis je m'en servirai plus, là, ça vaut pas la peine. Sauf que si le temps, je le prends, puis que je me dis, ça va avoir un impact l'année prochaine, puis l'autre d'après, parce que je vais réutiliser tout ce que j'ai fait, bien là, ça me console. Je me dis, tu sais quoi, mon temps, il est bien investi ici. Ça vaut la peine que je prenne 15-20 minutes de plus pour remanier mes activités, tu sais. Oui, puis ce que j'ai le goût de rajouter aussi, Catherine, c'est que c'est une séquence comme celle-là, comme disait Mélissa, ça parle à tous les profs de français parce qu'on est tous appelés de 1 à 5 à un moment ou à un autre d'accompagner les élèves dans la rédaction d'un texte courant qui demande de lire des textes au préalable. Donc, les profs de français vont se retrouver là-dedans. C'est juste qu'il faut, oui, peut-être s'ajuster à savoir, OK, avec ce groupe-là, je vais faire ça comme ça, tout ça, mais c'est vraiment comme une séquence qui a déjà été vécue, là, qui demande un ajustement, mais peut-être que c'est pas si long que ça, là. Il y a fort à parier que ça va être utile d'une année à l'autre, d'investir dans une séquence comme celle-là, parce que c'est pas quelque chose de rare, là. Ben, non, c'est bon. Oui, je sais, toutes ces affaires-là, là, c'est votre jargon à vous. Mais même moi, en histoire, quand j'ai dans mes cours, là, quand je monte quelque chose, un form, un head puzzle, un ci, un ça, pour tout varier, je vois le nombre d'heures avancer, mais il est rentabilisé fois 6 groupes, c'est correct, là, tu sais. Mais en tout cas, merci beaucoup. Je vais tout leur transmettre ça.
Puis, tu sais, quand tu dis, là, faire des activités, tu sais, monter des activités, j'ai pas monté grand-chose, hein. Tu sais, quand on dit, là, OK, on fait un Jamboard, j'ouvre le Jamboard, puis je dis, OK, c'est beau, on met nos idées là-dedans. Tu sais, j'avais pas passé 3 heures de préparation à faire de la mise en page de Jamboard, là. Tu sais, même chose pour Camille, tu sais, on leur a montré avec un petit tutoriel comment ça fonctionnait, mais après, moi, la seule chose que j'avais à faire, c'est de trouver des textes en PDF puis les déposer dans le Classroom. Les élèves, après, allaient eux-mêmes les annoter. Fait que, tu sais, j'ai pas préparé des documents. J'ai utilisé ou optimisé les outils techno, mais j'avais pas à faire des exercices à l'avance ou, tu sais, c'était vraiment, il fallait... Là où je misais plus de temps, c'est les aider à comment l'outil fonctionne, mais après, c'est eux autres qui les exploitaient, là. C'était pas une préparation d'activité avant, vraiment, là. C'est ça. C'est bon, merci. Puis, ce que j'ai envie d'ajouter aussi, c'est que, bon, c'est ça, les tutoriels pour les outils, on les avait déposés dans Classroom. Moi, j'avais ma classe de première secondaire, là, mes élèves utilisaient les mêmes outils. Puis, c'est ça, ils pouvaient les réécouter au besoin. Puis, comme on les utilisait à tous les cours, bien évidemment, ils deviennent habitués là, assez rapidement. Puis, quand même, il faut souligner l'énorme avantage que ça peut avoir, ces outils-là, dans le sens où si moi, je suis en classe, puis mes élèves sont en train de faire leur feuille de notes, chacun à leur bureau, puis je circule dans la classe, je réponds aux questions. Peut-être je vais répondre à 6-7 questions, je vais avoir vu 6-7 feuilles de notes. Là, avec Classroom, puis mes textes annotés, ben, je peux voir toutes les copies de mes élèves. Puis il n'est pas question de corriger chaque copie, c'est juste de dire, OK, lui a compris la démarche, lui non. C'est pas plus vite que ça, mais c'est intéressant parce qu'on a un portrait qui est pas mal plus juste. Là. Sinon, en classe, ben, les élèves ils ont leurs feuilles dans leur cartable, puis on ne voit pas nécessairement tout le travail là, qu'ils produisent là, de façon formative. Absolument. Puis dans afficher les devoirs, c'est génial. Là. Tu vois ça en génial, tu peux leur donner des commentaires privés, ça ne dérange pas les autres. Des fois, il y a des élèves qui s'en vont dans une mauvaise direction rapidement. On peut les remettre dans le droit chemin. C'est vraiment bien, là. Puis je voudrais juste ajouter que ce que vous avez démontré, l'utilisation des outils, moi, je le faisais en secondaire 2, puis je l'ai fait en secondaire 4 aussi avec mes élèves de français. Ça ne demande pas des heures et des heures de planification parce que souvent, tout ce qu'on fait, c'est créer l'espèce de modèle, si on veut, que les élèves vont réutiliser. Puis c'est encore plus rapide parce que j'ai même pas à aller en fil au photocopieur pour faire mes 190 photocopies il faut que je broche, puis le photocopieur n'a pas fonctionné. Puis, il y a tout ça qu'on évite aussi. Là. Fait je pense que là, on le perçoit comme si c'est un ajout à ce qu'on a déjà à faire, alors que en faisant ça, je viens m'éviter d'autres choses aussi. Puis c'est pas. Les profs n'ont pas besoin de s'approprier des outils parce que Geneviève et Hélène, en plus, elles ont choisi des outils numériques dont on parle depuis le début de l'année. Vos profs les utilisent. Catherine, tu l'as écrit. Tout le monde utilise Camille ou presque. Là. Jamboard, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent parce que c'est le tableau blanc dans Meet. Google Doc, c'est la même chose qu'un Word, là, Fait que, il ne faut pas le prendre comme si c'est un ajout, c'est qu'on vient un peu comme remplacer, on vient changer nos façons de faire. Bien, bonifier, vraiment. Oui, c'est ça, bonifier, parce que ça a une plus-value assez importante et pour l'enseignant et pour les élèves. On a une autre main levée, Nicolas Greff. Oui, c'est une question. On sait qu'on a un grand plan numérique qui se déploie à travers tout le Québec. Je voulais savoir, pour le Centre des services de Laval, est-ce que vous savez si c'est une intention de fournir des ordinateurs aux élèves qui n'en ont pas l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans? Parce que qu'est-ce qui arrive souvent, c'est que dans les écoles, les directions sont très comment dire ça? Ils mettent le pied sur le frein, surtout ce qui est technologie, en disant, ben il y a un élève dans la classe qui n'a pas d'ordinateur, donc il ne faudrait pas le pénaliser. Donc, y a-t-il un plan comme son scolaire pour justement que cet élève-là ait un ordinateur pour qu'on puisse justement déployer tout ce qu'on apprend pendant les formations? Patrick, tu prends la question? Oui, c'est une bonne question. Là, ce qui va arriver aussi, je ne sais pas si ça va combler, mais tous les ordinateurs qui ont été achetés pendant la pandémie reviennent dans les écoles.
Mais c'est sûr que le parc informatique des écoles, si je comprends bien ta question, là, il va augmenter de façon considérable là, parce qu'il va y avoir plusieurs postes, des Chromebooks qui vont rentrer. Mais je pense qu'on va militer pour l'idée que ce soit... Puis on milite aussi pour l'idée que les profs aient des bons postes aussi. Parce que ça va être un autre problème. Là. Les élèves vont être quand même bien outillés, mais est-ce que les profs vont être bien outillés? C'est une bonne question aussi. C'est quelque chose à rajouter, Mélissa, là-dessus? Non, c'est ça. Il va y avoir de plus en plus de portables. C'est justement pourquoi l'année prochaine, on souhaite aller vraiment dans les écoles pour soutenir les enseignants dans leur poursuite de l'intégration du numérique parce que, comme Patrick l'a dit, tous les portables qui ont été prêtés à vos élèves, vous allez les récupérer. Là, vos directions vont rencontrer, ils ont des rendez-vous avec les directeurs des STI justement pour calculer, c'était quoi le budget TIC que vous aviez et le nombre de portables qui vous ont été prêtés, puis vous allez récupérer tous ces portables-là. Alors, votre flotte informatique, elle va être beaucoup plus importante, là, donc ça va être plus facile de travailler en classe avec les portables, ça définitivement. Là. Donc, des exemples concrets là, de la séquence du vécu, on peut regarder ça, Geneviève, la diapo suivante. Fait que c'est rien de révolutionnaire, là, mais vous voyez un texte d'élève qui a été annoté justement par un élève en asynchrone. Donc, au début, j'étais un peu sceptique, là, comme disait Mélissa, je disais, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont-tu le faire pour vrai ou ils vont aller jouer à Fortnite? Mais non, finalement, ça avance bien. Puis, vous voyez, là, Camille, on avait montré une démarche là, très précise. Puis, l'élève soulignait des indices dans le premier paragraphe, écrivait son idée principale dans la marge. Donc, Camille peut permettre tout ça. Alors, ça, c'est un exemple. Un autre exemple, ça, c'est la feuille de notes qu'on avait fait avec le groupe, donc une feuille de notes collaborative. Alors, on leur a montré un peu là, comment constituer la feuille de notes. C'est super dynamique, comme vous connaissez bien Jamboard, là, ça fonctionnait bien. Ensuite, en asynchrone, les élèves allaient compléter la feuille de notes. Fait que là, on voit une élève là, qui a remanié l'information, qui a fait ça un peu d'une autre façon, mais tout aussi efficace aussi, toujours en asynchrone avec son Jamboard. Et finalement, on vous laisse avec Christian. Donc, Christian, c'est un de nos élèves. Alors, on avait, comme je vous disais tout à l'heure, on se cassait la tête à savoir qu'est-ce qu'on fait pour avoir une trace à l'oral. Fait qu'on a dit aux élèves, là, on vous a montré beaucoup de choses dans les 2 dernières semaines. On aimerait ça que vous fassiez la synthèse de ce que vous avez appris, puis ce que vous avez retenu. Donc, vous faites ça verbalement, vous enregistrant. Puis, ils devaient nous montrer un petit peu soutenir leurs propos de façon visuelle avec Jamboard. Donc, on laisse écouter une petite minute là, de ce que ça donne d'un élève de 5e secondaire là, qui fait un petit bout de synthèse de ses apprentissages. Bonjour madame, au sujet de ma lettre ouverte, voici ce que j'ai retenu. La démarche pour cibler les idées principales est de lire le texte, essayer de trouver une phrase qui englobe l'idée générale du texte si explicite. Mais c'est généralement soit la première phrase du paragraphe ou la dernière phrase du paragraphe. Mais si on trouve que la première phrase ou la dernière phrase ne résume pas vraiment le paragraphe, alors alors c'est une idée implicite. Alors il faut trouver des mots-clés dans le paragraphe et il faut faire une phrase avec ces mots-clés qui résume le paragraphe. Et ouais, c'est comme ça qu'on cible les idées principales dans les paragraphes dans le texte. Donc, on va arrêter ici. Oui, c'est ça. En fait, cette trace-là me permettait de voir ce que les élèves avaient compris ou pas. Fait que ça m'a aidé à ajuster mon enseignement. Puis en même temps, ça me permettait d'aller chercher une trace à l'oral. Donc, voilà. Donc, fini. Puis ce qui est intéressant, dans ce que vous avez montré, c'est que ça s'applique à toutes les matières. C'est l'utilisation d'un Jamboard comme ça, résumé avec la vidéo. Est-ce que l'élève verbalise sa pensée puis son processus? Oui, c'est ça. Donc, pour n'importe quelle matière, presque n'importe quel contenu qu'on va avoir enseigné, on s'assure que, dans le fond, on vient valider que l'élève a bien compris. Puis, c'est super intéressant. C'est un exemple en français, mais ça s'applique dans n'importe quelle matière. Oui, les élèves ont aimé ça faire ça aussi.
Je fais ça bien vite. En fait, sur la diapositive, là, vous avez le chemin pour accéder au site des profs de français. C'est dans le bureau virtuel, dans l'onglet ressources. C'est facile d'y accéder. Je voulais juste insister sur 2-3 petites choses. Donc, des fois aussi, il y a des enseignants qui nous écrivent « Ah, je ne suis pas capable d'accéder aux documents, tout ça. » Bien, c'est sûr, il faut être connecté avec son adresse CS Laval, puis il faut que nos autres comptes personnels soient fermés parce que sinon, l'accès est refusé là, au site. Donc, c'est ça, dans l'onglet enseignement à distance, on a créé un document, Hélène et moi, au début de l'année. Il y avait des enseignants qui nous avaient dit en début d'année, durant une rencontre, bien là, on est à moitié en présence, à moitié à distance. On ne sait pas trop comment planifier nos affaires. Qu'est-ce qu'on est mieux de faire en présentiel? Qu'est-ce qu'on est mieux de réserver pour les journées où on est à distance? Donc, on avait créé un document qui donnait une liste de tâches courantes en lecture, en écriture et en communication orale que les enseignants peuvent privilégier pour en classe, puis qu'est-ce qu'ils pourraient privilégier pour à distance. Donc, on a ça là, pour les trois, en écoute même, puis en prise de parole. Là. Donc, il y a comme 2 volets en communication orale. Donc, ce document-là, très pertinent pour les enseignants. Puis, dans l'onglet tutorat, on a créé un document en lecture, un document en écriture qui peut être très pertinent aussi pour les enseignants. C'est qu'on a fait la liste des stratégies les plus utiles pour développer la compétence à lire. Donc, ça permet aux enseignants de se concentrer sur ça. Puis, il y a une annexe pour chaque stratégie. Dans chaque annexe qu'on retrouve, c'est la démarche à enseigner. Donc, qu'est-ce qu'il faut montrer aux élèves? Quelles sont les capsules de modelage qui sont disponibles sur YouTube que les profs pourraient utiliser en classe pour faire observer la stratégie? Puis, une grille de rétroaction pour donner des commentaires à l'élève au regard de la démarche. Donc, il y a ça pour chacune des stratégies. Là. Tout est là, ils peuvent l'utiliser. Donc, c'est sûr, évidemment, là, dans chacune des compétences, il y a des onglets avec plein de vidéos, des documents utilisés avec les élèves, des documents pour les profs aussi. Donc, c'est ça. Fait que c'est juste ça que je voulais présenter par rapport au site. Merci beaucoup. C'est des super belles ressources. Là. Honnêtement, c'est à transférer à vos enseignants, là, que ce soit les capsules pour le modelage qui sont vraiment bien faites et représentent très bien ce qui est attendu de l'élève, là, ce que l'élève devrait maîtriser. Alors, merci beaucoup, Hélène et Geneviève. Bienvenue. Comme je disais tantôt, j'ai sauté par-dessus quelques trucs tout à l'heure, mais je vais juste vous montrer rapidement, avant d'enchaîner avec Catherine, les fameuses listes de tâches, OK? Parce que ce qu'on veut encourager le plus possible, c'est l'autonomie de l'élève. Puis, tu sais, des fois, dans Classroom, ça a plein de points positifs, là, mais quand il y a comme une séquence à respecter, les élèves qui ont un peu plus de difficultés, ça devient difficile parce que c'est là où, dans les plans d'intervention, on va voir morceler la tâche. Là. Donc, les listes de tâches viennent supporter ça. Puis, une autre situation où je les utilisais, c'est quand, par exemple, je voulais faire comme un gros bloc de révision sur ce qui avait été vu avant. Les élèves avaient, par exemple, 3 cours là, pour réaliser toutes les tâches. Et là, je leur donnais plein d'activités à faire. Puis, ils les faisaient dans l'ordre qu'ils voulaient, selon le moment. Donc, il y avait tout ça à faire, mais ils choisissaient. Et j'avais utilisé justement les listes de tâches. C'est vraiment facile à faire parce que si on va dans Google, on va juste aller dans Sheets, donc qui est l'équivalent de Excel. Et dans les modèles qui sont planifiés, je l'ai liste de tâches. Fait que j'ai pas à rien créer. Le modèle est déjà fait. Tout ce que j'ai à faire, c'est à sélectionner mes boîtes puis à les supprimer. Et là, je peux réécrire ce que je veux. Je peux ajouter des hyperliens aussi si je veux mener à un site web, par exemple, une vidéo à regarder, là, par exemple. Puis ce qui est le fun, c'est que les élèves, quand ils ont fini la tâche, ils peuvent tout simplement cocher et ça se Bref, ça se rature. Puis, c'est niaiseux, mais il y a quelque chose de vraiment satisfaisant dans le fait de raturer une tâche. Alors, puis, tu sais, moi, ça, je le partageais aux élèves, une copie par élève dans Classroom.
Alors, je pouvais suivre, dans le fond, où les élèves étaient rendus. Fait que si, admettons, on était rendu à la journée 3 puis qu'il y a un élève qui avait presque rien fait, je pouvais aller le voir puis intervenir. Alors, ça, c'était super intéressant. Puis, Alexandra a fait un modèle. Je cherche ma présentation. Elle a fait un modèle avec une liste d'autocollants. Et elle a fait un tutoriel aussi pour montrer. C'est sûr que c'est peut-être un peu enfantin là, pour secondaire 4-5, là, mais vous pourriez mettre n'importe quelle image là, dans la vidéo. Il y a un tutoriel là, qui est dans la présentation. Elle montre comment changer justement cette image-là, puis vous pouvez mettre n'importe quoi. Ça fait en sorte que, par exemple, quand l'élève coche, ben, l'autocollant apparaît. Et puis, comme je vous disais, il y a des hyperliens aussi pour aller mener à une tâche. Fait que, ça, c'est le genre de choses qui est intéressant à utiliser quand vous avez un projet avec plusieurs étapes. Là, au lieu que ce soit une feuille de consigne que l'élève va potentiellement perdre, puis que vous ne pouvez pas voir où l'élève est rendu, ça peut être une façon efficace là, de fonctionner. Alors, c'était juste ça que je voulais vous présenter. Là. Tous les tutoriels là, sont disponibles sur la trousse, évidemment. Bonjour à tout le monde. Concernant la classe inversée, en fait, je vais en reparler dans quelques minutes. Donc, si jamais vous avez d'autres questions en lien avec ça, vous pourrez profiter de ce moment-là pour poser les questions. Donc, mon équipe d'univers social, c'est moi, donc moi tout seul, mais ça me fait vraiment plaisir. J'ai beaucoup de collègues qui sont présents ce matin. Donc, un peu comme les filles en français qui vous ont présenté une séquence. Dans mon cas, ce ne sera pas des séquences que je vais vous présenter, plus 2 idées, en fait, aujourd'hui, 2 éléments dont je voulais vous parler plus précisément. Puis, si vous avez des questions plus précises ou si vous souhaitez aussi parler d'une séquence, là, ça va me faire plaisir, évidemment, de vous aider là-dedans. Alors, je vais vous partager mon écran. La première chose que je voulais vous présenter ce matin, en fait, c'était en lien avec, en fait, c'est l'organisation d'une tâche avec Lucidchart que je vais vous présenter tantôt ou que sinon Alexandra et Patrick pourront bonifier avec moi aussi, vu que c'est nouveau de mon côté aussi. Là, je suis en appropriation également. Ce que j'avais trouvé super intéressant par rapport à Lucidchart, c'était vraiment que ça nous permettait de faire des tâches de type organisateur graphique. Donc, on sait qu'en univers social, on aime bien utiliser les réseaux de concepts et tout ça. Donc, ça pouvait être un autre moyen, en fait, d'utiliser les réseaux de concepts autres que format papier. Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut faire avec ça. Je vous montrerai un exemple là, que j'ai un petit peu testé cette semaine, que j'ai présenté aussi à des enseignants pas plus tard que mercredi. Donc, si vous avez des questions aussi par rapport à ça, n'hésitez pas. Donc, on a, avec la possibilité, en fait, on a plusieurs possibilités avec Lucidchart par rapport aux réseaux de concepts qui peuvent être en lien soit avec un territoire, une réalité sociale, là, que ce soit au 1er, 2e cycle. Je reviendrai après sur peut-être les côtés un petit peu plus, il y a toujours un côté négatif, je vous en parlerai. Ça peut être également, ça peut servir donc de plan de travail pour répondre à une question longue. Donc, on peut indiquer notre question un petit peu plus longue et par la suite permettre un réseau de concepts. Ça peut être une opération intellectuelle qu'on va décortiquer. Ça peut être le 3QPOC qu'on peut utiliser avec soit un concept ou un document iconographique qu'on veut analyser. Ça peut être aussi la formation d'une ligne du temps. C'est un autre outil qui permet, je sais qu'il en existe beaucoup, là, des outils de ligne du temps, mais celui-là peut être intéressant. Il y a déjà des modèles existants donc qu'on peut réutiliser et adapter en fait à notre goût par rapport à ça. Et évidemment, on peut utiliser aussi là, les aspects de société donc, et en faire des exemples. Ce que je vous ai mis là ici, c'est une prise d'écran en fait de l'organisation d'une tâche avec Lucidchart. Je suis allée vraiment très, très de base. Puis, en fait, j'ai bien fait parce que quand on a eu la discussion avec les enseignants, il est revenu certains éléments, dont le fait qu'on doit s'approprier cet outil-là. Alors, c'est l'exemple que j'avais mis. Donc, c'était l'interprétation d'un document iconographique avec le 3QPOC. Donc, c'est vraiment, ça a été très rapide de faire, si on veut, la base du Lucidchart. Donc, on a choisi une photo, une image dans ce cas-ci, un document iconographique, et on a rajouté les éléments du 3QPOC à ce niveau-là, donc avec des petites bulles qui peuvent être, donc les formes que vous avez sont directement, quand vous cliquez dessus, vous pouvez les importer dans votre Lucidchart et par la suite écrire ce que vous avez besoin, donc à l'intérieur.
dans ce cas-ci, ce qu'on voulait, c'est que les élèves soient en mesure, pour l'image qui est présentée, donc là, on est sur le territoire industriel en secondaire 2, qu'ils soient capables de nous présenter, donc avec le 3QPOC, qu'est-ce que c'est que ce document-là. Donc, en cliquant dans la petite forme, on est à ce moment-là en mesure de pouvoir écrire directement, donc soit la réponse ou donc ce que l'élève veut nous indiquer. L'intérêt par rapport à Lucidchart, c'est sûr que ça va au-delà du fait d'utiliser un outil pour un outil. C'est vraiment intéressant parce que l'élève peut aller justement chercher le lien et il peut le remplir. Donc, on peut soit en faire une copie, donc c'est possible de le faire là, dans Classroom, une copie par élève, ou tout le monde peut également donc, travailler sur le même document. Donc, ça devient là, à ce moment-là un document collaboratif. C'est sûr que c'est pour faire différent, pour faire autrement. Faut toujours garder en tête que vous devez, vous, y voir une plus-value au niveau de votre enseignement, là, c'est clair. Donc, c'est ce qui ressort, en fait, lorsqu'on l'a testé avec des enseignants cette semaine. Il y en a qui étaient très à l'aise rapidement, d'autres pour qui c'était pas leur tasse de thé, qui se sont dit « Ah non, moi, je trouve ça trop complexe, je préfère faire mes propres organisateurs directement à main levée sur papier. » Ça dépend vraiment de chacun. Mais cet outil-là permet quand même de le faire, que ce soit à distance ou en classe aussi. Ça s'y prête très bien. Évidemment, quand vous avez des outils technologiques qui sont accessibles, on en a parlé tantôt, là, ce qui n'est pas toujours nécessairement le cas ces temps-ci. Donc, c'est un des premiers exemples là, que je voulais vous présenter avec Lucidchart. Si ça vous intéresse, si vous cliquez sur le lien, en fait, je l'ai mis dans la présentation, vous allez arriver directement à mon document que vous pourrez, je l'ai laissé donc pour qu'il soit, que vous puissiez travailler dessus. Donc, vous pouvez aller directement dessus. Vous pouvez aussi uniquement en faire une version PDF à donner aux élèves. Donc, il y a possibilité de faire plusieurs choses avec ça. Donc, celui-là, il est modifiable là, à volonté. Donc, je l'ai d'ailleurs organisé de cette façon-là. Et Patrick était venu mettre des choses dedans pour me taquiner. Donc, je l'ai arrangé avant ce matin, mais c'est possible aussi de ne pas faire modifier si jamais vous voulez juste présenter aux élèves quelque chose. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à là? Parce que là, je ne vous vois pas. Donc, je ne vois que Mélissa. Donc, tout va bien. Catherine, moi, j'ai une question, si tu permets. Oui. J'ai été un peu tâtonné dedans pendant que tu parlais. J'ai vu qu'il y avait un mode premium pour la présentation. Est-ce que ça vaut la peine? Qu'est-ce que ça donne de plus qu'un PowerPoint, par exemple? En fait, au niveau du premium, là, on sait, puis Alexandra pourra peut-être venir faire du pouce sur ce que je dis parce qu'on a, Alexandra a envoyé, en fait, des demandes par rapport, justement, c'était quoi le format premium. C'est sûr que le format premium permet, si je me souviens bien, Alexandra, permet directement là, au niveau du Classroom, ce qui n'est pas... Oui. Là, on peut mettre le lien dans le Classroom, mais on ne peut pas importer c'est qu'on va directement. pouvoir assigner le devoir directement. Ça va juste ouvrir une page Classroom, puis ça va assigner le devoir. Moi, je pense qu'on peut très bien contourner là, en partageant le lien dans le Classroom puis qu'on n'a pas besoin de payer. La fonction présentation, je ne pense pas qu'elle est nécessaire non plus, Nicolas, parce que ça s'intègre avec PowerPoint et avec Google Slides. Donc, tu pourrais très bien aller dans un PowerPoint puis intégrer ton Lucidchart. Donc là, tu ne passerais pas par Lucidchart pour présenter, tu passerais par tes outils habituels puis le dessin serait intégré. Là. Puis les deux outils se parlent. J'ai mis dans le chat là, le lien vers une capsule. Je l'explique là, comment l'intégrer avec la suite Google, mais honnêtement, ça se fait aussi avec la suite Microsoft. Si vous êtes sur Microsoft, c'est sensiblement là, le même fonctionnement. Là. Fait que je ne vois pas la plus-value pour l'instant du mode premium, mais je les ai contactés pour voir ça coûte combien, puis c'est-tu un achat possible là, par personne ou par école ou autre. Ça donne accès à la version premium à des modèles aussi, mais il y en a plein de gratuits aussi qui sont disponibles. Fait que, tu sais, je pense pas qu'on va venir rapidement bloquer dans les options. Je pense que la version gratuite est suffisante là, pour le moment. On est limité à un certain nombre là, de créations, sauf que quand on les efface, on peut recommencer. Fait que c'est... on pourrait le garder en image, par exemple, puis recommencer l'année suivante, puis s'inspirer de notre image. Donc, il y a moyen, avec la version gratuite, ça serait suffisant. Mais je vous reviens pour les prix parce que sur leur site, il n'y a rien.
Fait que c'est pas un abonnement individuel, genre je paye 25$ US par l'année, puis j'ai accès à tout. Il faut vraiment contacter les ventes puis se faire une soumission. Fait que je vais m'informer. Mais pour l'instant, moi, je trouve qu'elle est suffisante parce que Classroom, par exemple, vous pouvez le partager avec un lien. Là, on copie-colle au lieu de cliquer sur l'icône puis que ça rouvre direct. Je pense qu'on est capable de contourner ça de cette façon-là. Puis j'aimerais juste ajouter que, tu sais, moi, je l'ai utilisé avec des élèves de secondaire 1 là, qui faisaient, dans le fond, un résumé d'un roman là, sous forme d'organisateur graphique. Puis j'ai même pas eu à leur montrer comment l'utiliser. Là. Tu sais, c'est très instinctif, là, très fonctionnel. Fait que, tu sais, il n'y a pas à avoir d'inquiétude pour ça, je pense. Effectivement. Ben, en fait, puis je vous dirais que là, ce que j'ai fait pour vous présenter, justement, ça a été fait, oui, assez rapidement. J'ai pas été encore fouillée partout. Par contre, le modèle de la ligne du temps, là, parce que ça peut peut-être être quelque chose qui vous intéresse, il est gratuit. Là, il fait pas partie de la version premium, donc ça reste quand même super intéressant. Là, si vous voulez le tester dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois ou même l'année prochaine, ça peut être bien. Et moi, j'avais justement transféré le lien directement dans un Classroom pour une formation que j'ai donnée, puis tout le monde est allé jouer dedans à partir de ce lien-là, sans que ça soit déposé en tant que tel comme un devoir attribué dans le Classroom. Donc, ça ferait, en fait, pour cet exemple-là de tâches sur le site chart, ça ferait le tour pour le moment. Si jamais vous avez d'autres questions ou si vous voulez aller plus loin, là, n'hésitez pas. Ensuite, la deuxième partie, en fait, de ma petite présentation ce matin, c'était vraiment lié aussi à la classe inversée. Donc, Mélissa en a parlé quand même beaucoup ce matin, puis je voulais revenir avec ça, mais justement, au niveau de l'univers social, donc comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'organiser une tâche en utilisant un peu la façon de faire de la classe inversée. Donc, c'est sûr qu'à la base, il y a les puristes là, de la classe inversée qui veulent suivre les étapes de manière très, très linéaire. Dans ce cas-ci, on suit quand même la façon de faire de la classe inversée, mais on peut y apporter là, des petites modifications, tout dépendant de ce que vous avez à faire là, à ce niveau-là, au niveau de votre tâche. Donc, quand on parle de classe inversée, encore une fois, ce n'est pas une séquence que je vous présente, mais c'est vraiment des idées pour faire votre propre séquence, là, soit votre cours ou votre séquence de cours sur votre réalité sociale, votre territoire, donc en géographie. Ça peut se faire de différentes façons. Donc, on peut évidemment commencer, hein, l'élément déclencheur qu'on va utiliser au niveau de la classe inversée, donc qui est dans, en fait, la partie asynchrone où l'élève va devoir soit visionner, ça peut être visionner un extrait de documentaire, ça peut être un balado aussi. On sent qu'il y a un engouement qui commence par rapport au balado, donc ça peut être intéressant aussi de leur présenter ce que c'est. Et ça peut être aussi un extrait de film. Donc, un extrait, là, un court extrait de film qui pourrait être votre élément déclencheur. Ça pourrait aussi être un dossier documentaire. Je vais en reparler parce que c'est mon exemple que je vais vous présenter dans quelques minutes. Donc, un court dossier documentaire qu'on préfère lire aux élèves avant pour les préparer à la tâche qui viendra par la suite. Ça peut être également aller à la recherche de quelque chose, donc rechercher une image, un article de journal, un objet aussi en lien avec notre intention. Toujours important aussi de mentionner notre intention de départ, au moins pour la partie là, qui est asynchrone, que l'élève sache exactement ce qu'il doit faire. Ça peut être également aussi tout simplement lancer une problématique, puis on a parlé un petit peu tantôt, donc lancer une question à laquelle l'élève doit tenter de répondre. Hein, donc, émettre une hypothèse par rapport à quelque chose et sur lequel on revient par la suite lors du prochain cours, lors de la deuxième partie là, de séquence de notre classe inversée. En général, notre tâche de départ, ça doit vraiment être un déclencheur là, qui va permettre de mettre la table pour, par la suite, aller plus loin lorsqu'on retourne soit, évidemment, en synchrone, si on est à distance, ou tout simplement aussi en classe. Puis, on peut le mentionner également que la classe inversée, oui, ça peut être quelque chose qui est à faire à la maison, mais il y a des enseignants, puis j'en connais quelques-uns qui l'ont testé, surtout avec le premier cycle pour voir si ça marchait ou pas, qui était un petit peu mitigé au début et qui l'ont fait faire au complet une première fois dans une espèce de modelage, qui l'ont fait faire directement toute la période en classe en présence. Donc, on a fait vraiment la tâche
de départ, donc l'élément déclencheur a été fait, mais devant l'enseignant, pendant que celui-ci modelait la tâche qui était à faire. Donc, tout le processus a été fait en classe durant une période de 75 minutes pour voir si ça fonctionnait et pour aller voir aussi si les élèves étaient capables de se mettre à la tâche là, de manière plus autonome. Donc, c'était une espèce de pratique pour un peu plus tard leur donner la possibilité de le faire à l'extérieur de la classe. Donc, ici, je vous ai mis un exemple d'une tâche, en fait, au niveau de la classe inversée en utilisant le dossier documentaire. Et le dossier documentaire, ça n'a pas besoin d'être 15 pages de documents à lire pour se préparer pour le cours suivant. Ça peut être vraiment d'utiliser ce dossier-là pour faire lire, oui, quelques documents. Ça peut être des documents qui sont écrits, mais ça peut être des documents visuels aussi. Donc, on peut faire souligner les concepts. Donc, ça peut être notre tâche, là, notre déclencheur qui nous permet le cours suivant de rentrer dans le vif du sujet de ce qu'on a à faire. Ça peut être de demander aux élèves aussi de se trouver une question, donc en lien avec les documents, donc de formuler une question et ça peut être aussi d'écrire une réponse. J'ai mis un exemple de ce qu'on pouvait utiliser comme document. Dans certains cas, moi, je le faisais avec les opérations intellectuelles, donc les élèves devaient me pondre une question en ayant en tête une opération intellectuelle, donc ils voulaient faire ressortir et par la suite inscrire la réponse. Ça peut être de faire ressortir des aspects de société. Donc, tout simplement, donc des aspects que vous voulez qu'ils ressortent parce que vous voulez que ça soit présent, donc avant de passer donc, à votre cours plus précisément, donc les périodes suivantes. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut faire à l'aide du dossier documentaire et qu'on peut tenter aussi de faire au niveau de la classe inversée. Donc, comme je vous ai dit tantôt, il faut que ça soit utile pour vous. De l'essayer, ça veut dire que ça a une plus-value, ça offre quelque chose de nouveau, oui, pour vos élèves. Et ça n'a pas besoin d'être non plus extrêmement complexe ou compliqué. Ça peut se faire même de manière naturelle. Vous le faites possiblement déjà, ce modelage-là, et possiblement vous en faites un petit peu de classe inversée déjà sans nécessairement le nommer comme tel. Donc, c'était un des exemples aussi que je voulais vous présenter avec la classe inversée. Donc, Mélissa, y a-t-il des questions? J'ai pas de main levée. Parfait. Donc, j'ai une dernière diapo à vous présenter. Moi aussi, un peu comme mes collègues en français, je vous présente un peu les ressources. Ce que je vous ai présenté, en fait, dans les dernières minutes, ça se retrouve dans les documents qui sont disponibles sur le site de l'Univers social. Donc, vous pouvez toujours aller voir directement sur le site. Le journal est là et il y a plusieurs activités aussi qui sont disponibles. Donc, mon but dans les prochains mois, quand j'aurai peut-être un petit peu plus de temps, c'est d'améliorer mon site. C'est ce que je me suis donné comme objectif TIC pour les prochains mois. Donc, vous pouvez aller le consulter directement là. Sur le site, il y a les éléments. Il y a le journal d'Univers social aussi qui est toujours disponible également sur Internet, que je vous envoie de temps à autre là, quand il y a des changements importants. Et je vous ai mis également pour faire du pouce, en fait, sur la classe inversée ou tout simplement l'utilisation du numérique en univers social. Je vous ai mis un document qui est disponible aussi sur le site de l'univers social, sur la triangulation, en fait, les traces, vos types de traces que vous pouvez utiliser avec toutes les intentions pédagogiques, les types d'outils que vous pouvez utiliser et également aussi des exemples de tâches qui sont courtes à faire avec les élèves, donc dans une optique autant pour le synchrone asynchrone, autant pour l'école virtuelle ou autant aussi pour le présentiel. Donc, ça inclut tous ces éléments-là ensemble pour l'univers social. Donc, c'est un document qui existe depuis bientôt 1 an. On le bonifie de temps à autre. Il y a toujours des choses qui peuvent se rajouter. Donc, voilà.